Paul. France Inter. Question politique. Ali Badou. Les élections européennes sont pour elle un référendum contre Emmanuel Macron et contre son Europe, celle du fric, de l'austérité et de Merkel. C'est ce qu'on peut lire dans son programme. Elle appelle à sortir des traités européens et elle porte le projet d'une Europe insoumise qu'elle va nous décrire. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Et bienvenue à mes côtés l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télé. Bonjour Nathalie. Bonjour. Virginie Malingre du journal Le Monde. Bonjour Virginie. Bonjour. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Karine qui a préparé votre portrait, nous le découvrirons dans quelques minutes. Avant d'examiner les points clés de votre programme, Manon Aubry, c'est un rituel et c'est la première question. Que diriez-vous à un jeune Français, une jeune Française qui va voter pour la première fois pour lui présenter en quelques phrases, quelques mots, votre idée de l'Europe ? Je dirais à ce jeune Français, je crois que je fais plus ou moins partie de la même génération, que on a appris dans les livres d'histoire une idée d'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'une Europe de la paix, d'une Europe qui reconstruit, d'une Europe qui émancipe. Et que cette Europe de la coopération est en réalité devenue une Europe de la compétition en matière sociale avec le statut de travailleur détaché, en matière fiscale avec les paradis fiscaux européens, en matière économique avec les traités de libre-échange. Et que moi, ma vision d'Europe s'inscrit en rupture avec ce que l'Europe est devenue et repropose cette Europe de l'émancipation via des droits sociaux, avec un SMIC européen, via la justice fiscale. Mais voilà, concrètes. C'est entre ce que l'Europe est devenue, une forme de marché, de compétition de tous contre tous, et ce qu'elle peut redevenir pour faire le lien avec ce qu'elle aurait dû devenir initialement. Le rêve de l'Europe est mort. Oui, je crois que l'Europe de nos rêves est morte telle que l'on l'aurait voulu. Il suffit pour voir cela, le ressentiment que crée aujourd'hui l'Union européenne. Mais du coup, dans quel camp est-ce qu'on vous situe pour être vraiment très clair ? Vous êtes quand même pro-européenne, vous êtes anti-Union, vous êtes un peu souverainiste, vous êtes euro-réformiste, eurosceptique. On vous classe dans quel camp ? Je crois que c'est toute la difficulté de faire une campagne politique où il y a des cases et il faut nous mettre dans des cases. Il faut nous mettre dans des cases. Moi, ce que je vous dis, c'est sur la base de propositions. Aujourd'hui, oui, nous assumons d'être critiques vis-à-vis de l'Union européenne telle qu'elle existe et telle qu'elle fonctionne. Mais nous disons qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et que si nous ne sommes pas satisfaits de cette Union européenne-là, il faut se donner les moyens de construire une alternative. Il faut rester dedans, mais il faut tout changer. Exactement. Alors, justement, puisque vous avez utilisé l'expression « pas jeter le bébé avec l'eau du bain », quel est le bébé que vous gardez ? Quelle est l'eau que vous jetez ? Vous passez votre temps à dire qu'il faut sortir des traités. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi faut-il sortir et qu'est-ce qu'il faut conserver ? Alors, de quoi faut-il sortir ? Aujourd'hui, ces traités européens, de manière pratique, qu'est-ce qu'ils empêchent ? Ils empêchent d'investir massivement dans la transition écologique avec la sacro-sainte règle des 3% de déficit. Ils empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. On l'a vu, si on en est au point zéro au niveau européen. Pardon ? Quel traité ? Alors, il y a Parce que vous avez cité celui des 3%, c'est Maastricht. Bien sûr. Qui avait été voté par un référendum en France. Après, il y a eu décision du peuple français. Bien sûr. On était dans un contexte différent dans les années 90. Par exemple, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas une telle prise de conscience de la catastrophe climatique et de l'enjeu d'investir massivement parce que là, on est en 2019 et les experts internationaux nous disent qu'on a 12 ans pour renverser la tendance. Mais juste pour qu'on comprenne, parce que c'est un traité adopté par référendum, en réalité, mais qui est caduque. Vous avez raison, ce qui est super important, quand on parle de traité, c'est important de faire un peu de pédagogie et c'est l'occasion ici, puisqu'on a du temps, parce qu'en moyenne, des traités européens, en réalité, il y en a eu tous les 5 ans ces dernières années. Il y a eu le traité de Lisbonne qui modifie le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ça paraît hyper technique. Mais c'est pour ça que moi, je me permets d'aller sur des choses pragmatiques. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre des règles européennes actuelles ? Donc, je vous disais l'harmonisation sociale et fiscale. La question de la c'est quel traité ? De quel traité on sort ? Donc, on sort de l'ensemble de ces traités-là. Mais on en pose de nouveaux pour poser de nouvelles règles de fonctionnement. Des règles de fonctionnement qui, par exemple, poseraient la règle verte. On ne prend pas plus à la terre que ce qu'elle peut fonctionner. Qui posent des objectifs en matière d'énergie renouvelable. On va parler de vos propositions. Mais c'est important. Quand on dit de quel traité il s'agit, eh bien, je vous le dis, de l'ensemble des traités. Tous les traités. De l'ensemble des traités qui existent à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de traités ou qu'on ne fait pas d'Union européenne. On va y venir justement à vos propositions. Mais donc, si vous sortez de tous les traités, donc même ceux qui... il reste plus rien. Il reste plus rien. Et vous êtes qu'est-ce qui reste de l'Union européenne ? Êtes-vous dans l'Union européenne ? Mais dans ce cas-là, on réécrit la manière dont fonctionne l'Union européenne. Donc, en fait, de manière pratique et juridique, si c'est ça votre question, ce qui s'est passé en fait ces dernières années,
c'est que chaque traité qui arrive modifie les précédents, dit tel article est modifié par tel article. Donc concrètement, si vous voulez, la manière dont on le ferait, c'est de cette manière, en posant 10 grands principes, comme le protectionnisme solidaire, comme la règle verte, comme les 100% d'énergie renouvelable, comme la justice fiscale et la liste de paradis fiscaux, etc. Et ces principes-là, on les inscrirait juridiquement. Alors c'est important de le dire aussi, avec qui tous les bien chefs sûr, d'État... c'est important aussi. Et là, on ne ment pas aux Français, on dit que ce n'est pas les parlementaires européens qui, à partir du 26 mai, vont changer ces traités européens. Exactement. Ça suppose que l'on ait le pouvoir exécutif. Voilà. Ça suppose que l'on ait le pouvoir... dans les 28 États. Alors, donc c'est là où on en vient à la stratégie de comment on fait. Donc soit nous reposons collectivement de nouvelles règles, c'est quand même la solution idéale, c'est celle que l'on prône, et par ailleurs celle qui n'a jamais été essayée, parce que on se souvient tous, François Hollande avait proposé, mais ne l'avait pas fait en réalité. Soit si on n'y arrive pas, on fait la liste de ces dispositions qui nous posent problème, comme j'ai commencé à le faire, mais elle est plus longue, et on va voir la Commission européenne et les autres États européens, et on leur dit... On n'appliquera pas ces règles parce que nous aurions un mandat populaire pour ne pas les respecter et parce qu'il s'agit d'ambition écologique et de justice sociale et fiscale pour le faire. On va y venir puisque la désobéissance fait partie effectivement de votre programme. Mais d'abord, votre portrait, Manon Aubry, par Karine Bécard. Manon Aubry, vous avez été approchée à gauche par à peu près tous les partis. À l'exception notable des communistes, ils ont tous cherché à vous avoir sur leur liste. À commencer par le nouveau mouvement de Benoît Hamon, Génération. Vous auriez pu également, si vous l'aviez voulu, rejoindre Place Publique, mais qui depuis s'est associé aux socialistes, sans oublier les écologistes qui eux aussi se sont montrés intéressés, mais pas pour faire de vous une tête de liste. Tout cela doit être incroyablement grisant. Manon Aubry a seulement 28 ans, d'être à ce point sollicité pour être lancé. Cela dit, vous avez plutôt résisté et puis vous avez finalement choisi d'être la chef de file des Insoumis, le parti où votre maman milite depuis bientôt 5 ans. Tous ont été tentés en réalité par le profil que vous affichez. Jeune, certes, nouvelle, évidemment, mais surtout incollable sur les questions d'évasion fiscale, parce que pendant 4 ans, Manon Aubry, vous avez été porte-parole au sein d'une ONG, Oxfam, qui lutte en particulier contre la pauvreté et les inégalités. 4 ans de bataille qui ont fait de vous une militante chevronnée au discours parfaitement rodé. Il n'y a pas que les entreprises qui innovent. Il y a aussi les États. Et les États, eux aussi, redoublent d'ingéniosité pour offrir les avantages fiscaux les plus importants pour attirer sur leur sol les entreprises multinationales, brader leur souveraineté. Tout ça pour qu'il y ait plus d'entreprises chez eux. Alors ça ressemble à s'y méprendre à vos meetings d'aujourd'hui. À l'époque, ce 21 septembre 2016, vous intervenez devant le Forum mondial de l'économie positive qui a lieu chaque année au Havre. Et ce qui est impressionnant, Manon Aubry, c'est que vous n'avez que 26 ans. 26 ans, désormais 29, et un itinéraire, un parcours déjà conséquent parce que vous avez eu cette période associative qui, je le disais, à Oxfam a duré 4 ans. Avant cela, il y avait eu la période humanitaire. Vous avez passé 6 mois au Libéria, suivi de 2 années en RDC, en République démocratique du Congo. Et encore avant, à Sciences Po, il y avait eu la période syndicale. Vous avez présidé la section de l'UNEF dans cette école élitiste et parisienne dont vous êtes sorti diplômé. Vous avez donc, Manon Aubry, coché toutes les cases du militantisme extrêmement vite et vous avez réussi à convaincre les militants de la France insoumise plutôt facilement. Finalement, il n'y a que la courbe des sondages qui vous résiste. Réaction, Manon Aubry. Oh, merci pour ce portrait. D'abord, sur la courbe des sondages, elle est plutôt à la hausse ces derniers jours, mais le vrai indicateur, en vérité, ce sera celui du 26 mai, donc on pourra se donner rendez-vous après. Après, sur le reste du portrait et sur ma démarche, moi, j'ai beaucoup hésité. Ce que vous avez pas dit, c'est que j'ai beaucoup hésité à dire oui, à déjà dire oui à la France insoumise et à m'engager en politique. Ça a pris 3 mois, en fait, cette longue réflexion. Pour être honnête, 3 mois de nuit blanche aussi, pour y réfléchir. Et ce qui m'a poussé à sauter le pas, c'est un peu la frustration que j'ai accumulée dans le secteur associatif à essayer de faire boire des ânes qui n'avaient pas soif. Parce que en matière de lutte contre l'évasion fiscale, les solutions, on les connaît. Et j'ai fait face au manque de volonté politique, au poids des lobbies aussi. Et je me suis dit qu'au final, le meilleur rempart aux lobbies et le meilleur moyen de trouver des solutions, c'est de les porter directement dans l'arène politique. Alors ça dit, en tant que porte-parole d'Oxfam, vous aviez l'habitude d'aller au Parlement européen. Oui. En quoi est-ce que vous pensez être plus utile, plus efficace en devenant député, eurodéputé ? Je vais vous donner un exemple
concret, on s'est battu notamment pendant des années sur la transparence des entreprises multinationales, pour savoir ce que font Google, Amazon, pour savoir s'ils payent leur juste part d'impôts. Et c'est une bataille qui a été extrêmement difficile et qui a été retournée quasiment au dernier moment. Ils ont changé le texte, notamment parce que Business Europe, qui est le conglomérat d'entreprises, c'est l'équivalent du MEDEF européen, a fait une action de lobby hyper forte au Parlement européen. Et donc ça, imaginez, quand on a un acteur associatif, qu'on pense gagner une victoire, pareil sur la liste de paradis fiscaux, on s'est dit chouette, on va avoir une liste de paradis fiscaux, et au final on a les îles Samoa et l'île d'Aruba qui sont listées, et pas le Luxembourg, l'Irlande ou les îles Caïmans qui sont les véritables paradis fiscaux, alors que tout le monde sait très bien, et on le sait tous autour de cette table, que ce sont des paradis fiscaux. Donc je pense que si moi je suis là-bas, je ne pourrais pas juste interpeller les parlementaires, mais moi-même dans l'arène, je pourrais dire il est aujourd'hui intolérable que l'Union européenne fasse une liste de paradis fiscaux. En pointant du doigt notamment ridicule. par exemple le Luxembourg, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon hier en meeting, et ce qui est assez frappant, c'est que quand vous parlez de révision des traités, c'est un préalable à absolument tout le reste de votre programme, c'est comme ça que vous le présentez. Il vous faudra malgré tout l'unanimité d'absolument tous les États et de tous les peuples. En pointant du doigt le Luxembourg, ça fait déjà un -1 qui, fait penser que ce sera très 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 compliqué de réunir tous les États membres autour de votre projet. D'abord, laissez-nous essayer, parce qu'on n'a jamais essayé. Et deuxièmement, c'est pour ça qu'on a un plan B. C'est pour ça que, dans l'hypothèse où nous n'y parvenons pas, nous disons que, quoi qu'il arrive, nous, en France, rien ne nous empêche de faire une liste de paradis fiscaux qui liste le Luxembourg. Eh bien, Emmanuel Macron, quand ils ont pris la liste européenne à l'automne dernier dans le cadre de la loi fraude fiscale... Non, mais c'est important, parce que les lois françaises et les lois... Ce qui est important, c'est de parler de l'Europe et du Parlement européen. Bien sûr. Et donc là, je vous donne un exemple concret de comment Emmanuel Macron a suivi une règle européenne sans aller plus loin. Nous, ce que nous proposons, c'est si la règle européenne ne nous convient pas là en matière de lutte contre l'évasion fiscale, eh bien nous allons plus loin en listant le Luxembourg. Oui, mais comme vous l'avez dit vous-même, votre plan B n'a de sens que si vous êtes au pouvoir. Bon, peut-être que vous y serez, mais vous n'y êtes pas encore. Et je me demande quand même, dans cette élection qui est quand même une élection européenne, le préalable à toutes vos propositions, finalement, c'est d'être au pouvoir en France. Non, donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de tromperie sur la marchandise? Si je peux me permettre, non, mais je vais répondre à votre question. Pour répondre à votre question, je vous encourage vraiment à aller voir notre programme, qui, soit dit en passant, est disponible depuis début décembre, mais pas à 15 jours des élections. Et notre programme, il y a énormément de choses qu'on peut faire au Parlement européen et que nous ferons. L'interdiction. Je parle de la partie renégociation des traités et désobéissance si on n'y arrive pas, qui est quand même fondamental. Si vous regardez notre programme, on dit dans l'introduction, voilà la vision de l'Europe que l'on a, qui en effet rompt avec ces traités européens. Et ensuite, vous avez plus de 30 pages de programme qui disent des propositions concrètes que l'on peut faire dans le cadre du Parlement européen. Mais Virginie a raison, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est un préalable à tout le reste. Non, c'est faux. Je vous encourage à aller chercher... Je l'ai lu moi aussi. Non, mais je vous encourage à aller chercher les mots exacts. Nous disons, si je peux terminer là-dessus, nous disons que ensuite, nous avons des propositions que nous défendrons au Parlement européen. Laissez-moi vous en donner des exemples concrets que vous retrouverez dans notre programme. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Parce que même si c'est pas préalable, c'est quand même tout au début de vos propositions, cette partie traité plan A, plan B. Qu'est-ce qu'on fera au Parlement européen? Non, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un peu de tromperie vis-à-vis des électeurs à aller à une élection européenne? Laissez-la répondre. Mais oui, si je peux me permettre de répondre à votre question. Donc, là où il y a tromperie, c'est quand d'autres promettent l'Europe sociale sans ne rien pouvoir faire. Ce que nous proposons dans notre programme, on propose la fin des pesticides, c'est voté par le Parlement européen. On propose de ne pas voter les accords de libre-échange, c'est une compétence du Parlement européen. Nous proposons de voter la fameuse transparence des entreprises multinationales pour lutter contre l'évasion fiscale, c'est une compétence du Parlement européen. Voilà des choses concrètes où nous savons à quel moment nous allons lever la main. Ça ne relève pas des compétences du Parlement européen, par exemple. La politique, quand on nous propose une Europe de la défense, si, bien sûr que c'est discuté régulièrement la sortie de au l'OTAN, Parlement. Ça ne relève pas des compétences d'un parlementaire européen. Quand le Parlement européen parle d'une Europe de la défense, oui, c'est discuté au Parlement européen. Et cette Europe de la défense, il propose qu'elle soit arrimée à l'OTAN. Alors oui, nous disons que nous ne voulons pas de cette Europe de la défense qui est soumise aux intérêts des États-Unis. Concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez comme mécanisme européen concernant le droit d'asile et les migrants? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aux manettes? Aux manettes en France ou en Europe? Alors, je ne parle pas en France, pour l'instant on est sur les Européens. On vote pour des parlementaires vous avez dit, de ce qui est possible en France ou en Europe. Vous avez dit que Schengen c'était pas une bonne solution. Alors on aimerait savoir, par exemple, parce que tout le monde dit que c'est pas bien Schengen, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, comment vous répartissez les gens qui veulent... Il faut un mécanisme de coordination au niveau européen. Lequel mécanisme de coordination a été tenté et a complètement échoué. On ne peut pas laisser les États du sud de l'Europe gérer tout seuls l'accueil des réfugiés. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et donc, il faut un
mécanisme de convergence et de traitement commun des exilés, et il faut aussi, surtout, un outil de secours en mer. Parce qu'il y a plus de 2200 personnes qui sont mortes en mer Méditerranée l'an dernier. Secours en mer, jusque-là, tout le monde le propose. Enfin, Raphaël Glucksmann est totalement d'accord là-dessus. Nathalie Loiseau ne le propose pas, si je peux me permettre. Continuons. Elle est, au contraire, elle pense qu'il faut un carton d'invitation pour venir. Comme si quand on souffre de la guerre ou du déplacement climatique, il nous faut un carton d'invitation. On secours en mer. Après, comment on fait? Le mécanisme européen dont vous parlez, voilà. Comment il fonctionne? Donc, il faut un mécanisme de convergence au niveau européen. C'est-à-dire que nous gardons chacun nos règles, mais nous disons qu'il faut aider les pays du Sud. Si on a plusieurs milliers de personnes qui arrivent en Italie, en Grèce ou en Espagne ou au Portugal, de manière très concrète, alors il faut se fixer des objectifs en commun et les discuter en commun pour que la France et les autres pays européens prennent leur part et les accueillent. Donc un quota chacun réparti dans l'Europe. Ça peut être une des perspectives, mais pas en mode quota parce que c'est extrêmement limitatif. Et surtout, il faudra sortir des accords de Dublin. Parce que la difficulté des accords de Dublin, c'est que quand vous arrivez en Italie, vous pouvez faire votre demande uniquement en Italie. Ça aussi, donc, tout le monde est d'accord sur Dublin. Non, c'est faux. Madame Loiseau, est-ce qu'elle est d'accord? Non, mais parlons de votre programme, Manon Aubry. Voilà. Donc, nous, notre proposition est de sortir des accords de Dublin. Donc, concrètement, faire en sorte que quand on arrive en Italie, oui, on peut faire une demande du droit d'asile en France. Et une dernière proposition que nous faisons, c'est faire évoluer le droit d'asile, avoir au moins quelques propositions en commun au niveau européen pour créer, par exemple, un statut de réfugié climatique. Il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. Il va y avoir plus de 250 millions de migrants à cause du réchauffement climatique d'ici 2050. Eh bien, nous devrions créer en commun ce statut. Donc finalement, Schengen, vous changez pas tout. Vous augmentez Frontex. Non, on ne change pas tout. Oui, parce que non, mais ça mérite, ça a besoin d'être précisé. Vous avez raison. Juste quand même encore sur le mécanisme, je trouve que vous n'êtes pas clair au moment où vous dites, voilà, comment on répartit entre les différents pays, sur quels critères vous mettez en place pour organiser tout ça. Par exemple, la Pologne, la France, l'Allemagne, la Norvège, qui prend quoi et comment et à quelle hauteur? Si on n'a pas de chiffres précis, je peux pas vous dire, là, on a 10 000 personnes. Mais c'est en fonction, par exemple, de la grandeur d'un pays, de sa population, de sa capacité de recevoir? En fonction du poids économique du pays aussi dans l'Union européenne. Et il est clair que les principaux pays doivent pouvoir accueillir et ne pas... Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'en proportion de la population ou en proportion du poids économique dans le pays, il y a certains pays qui accueillent beaucoup plus que les autres. Je pense notamment à la Grèce, qui est un pays qui souffre aussi particulièrement. Mais le problème, c'est que la Hongrie, par exemple, n'en veut pas. Elle ne veut pas. C'est pour ça qu'il faut essayer de discuter et de convaincre. Ah, mais ça a été fait, mais en l'occurrence, ils ne veulent pas. La Hongrie de Orban... Et après, de toute façon, nous disons que... mais on n'arrivera pas à avoir un seul système en commun. Mais ça, c'est clair, on n'arrivera pas... Notamment, certains qui disent à gauche, oui, il faut un système de gestion des migrations, c'est irréaliste par rapport à la situation géopolitique. Certains qui disent à gauche qui sont irréalistes ou irresponsables. Moi, je suis pas là pour faire des... Mais sur le fond, c'est ce qui compte sur le fond. Aujourd'hui, nous pensons que nous n'y arriverons pas de cette manière-là. Par contre, on peut faire évoluer le droit d'asile en France, à minima, et avec ceux qui le veulent pour avoir, par exemple, un statut de réfugié climatique. Et aussi, je voudrais terminer là-dessus pour pas faire toute l'émission sur les questions migratoires, il faut prendre en compte à tous ceux qui disent qu'il y a un péril migratoire, etc., que ceux qui migrent, souvent, c'est une souffrance extrême et qu'on ne le fait rarement par choix de monter sur un radeau de fortune comme on le fait pas comme on monte sur un bateau de croisière pour traverser la Méditerranée au péril de sa vie. Vous avez dans votre programme des mots extrêmement durs sur l'Union européenne, sur la dictature des banques et des marchés, sur le caractère violemment antidémocratique de ces institutions. Qu'est-ce que vous répondez, Manon Aubry, à ceux qui vous disent que quand on regarde une map monde, l'Europe, c'est le continent le moins inégalitaire de la planète, c'est celui où les normes de protection sociale et où les normes environnementales sont les plus élevées au monde? Je dis que oui, l'Union européenne a pu mettre un certain nombre de normes, mais qu'on est en train de revenir en arrière. Quand, au niveau de la protection sociale, l'Union européenne crée le statut du travailleur détaché, c'est-à-dire que concrètement, une entreprise en France peut vous embaucher, vous, y compris Ali Badou en tant que Français, et payer des cotisations sociales, j'espère que c'est pas le cas de France Inter, dans un autre pays de l'Union européenne. Je pense que c'est peu probable aussi. Dans un autre pays de l'Union européenne. Donc elle met en compétition. Donc on est en train d'avoir un retour en arrière. Et donc nous disons qu'il faut protéger un certain nombre d'acquis sociaux et aller plus loin. La seule protection en matière de temps de travail au niveau européen, c'est la semaine de 48 heures de temps de travail, qui n'est même pas respectée d'ailleurs par l'Autriche, qui a passé la semaine de 60 heures, les alliés de Madame Le Pen. Donc on voit aujourd'hui que l'Union européenne est en train de faire ce retour en arrière. C'est pour ça que nous tirons le signal d'alarme. La directive travailleurs détachés, juste pour fixer les idées, ça concerne quelques centaines de milliers de personnes. Plus d'1 million. Plus d'1 million de personnes en France. En France, c'est 132 000 personnes. Non, c'est plus d'1 million. Non, 132 000 Français.
sont concernés par la directive travailleurs détachés qui en bénéficient. Oui, mais alors d'une part, il y a les travailleurs français. Moi, je me soucie quand même des autres travailleurs, du fait qu'ils soient exploités dans des conditions qui sont largement discutables. Et puis par ailleurs, au-delà des 130 000 Français, ça concerne tous les Français, parce que quand une entreprise peut choisir de payer des cotisations sociales dans un autre pays, ça tire la protection sociale de tout le monde vers le bas, de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'avoir cette Union européenne qui est une forme de course à la concurrence et qui tire les droits sociaux, qui tire notamment les impôts des plus riches vers le bas. Voilà en quoi aussi on peut enrayer cette dynamique, parce que vous dites que l'Union européenne est un territoire plutôt moins inégalitaire, vous avez raison, mais les inégalités ont tendance à augmenter plus vite qu'ailleurs, notamment sous le coup du retour en arrière. Plus vite qu'ailleurs ? Plus vite que dans d'autres zones au niveau international. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, en Chine, les inégalités sont réduites de manière plus rapide. Oui. Et les salaires je sais pas pourquoi on parle l'Union européenne et la Chine. Non, mais c'est vous qui voulez comparer. Oui. Non, mais ça part de plus loin. Non, mais vous voulez comparer. Donc, je vous dis que les inégalités augmentent par ailleurs. Par exemple, en France, on a c'est le deuxième pays derrière les États-Unis où il y a eu la plus grosse augmentation du nombre de milliardaires l'an dernier. Vous pouvez me dire, c'est chouette qu'il y ait beaucoup plus de milliardaires, mais il y a quand même une question qui est posée dans la distribution des richesses. Alors, y compris en termes écologiques, un certain nombre de personnes sont totalement d'accord sur le fait que l'Europe, finalement, a fait plus de progrès et protège plus. Je suis électrice de Yannick Jadot ou de vous. Je me demande ce que je vais faire le 26. Et d'ailleurs, on voit que vous êtes côte à côte dans les sondages. Qu'est-ce que vous me dites pour me convaincre de voter pour vous et non pas pour Yannick Jadot ? Manon Aubry. Deux choses. La première, c'est que nous ne sommes pas en faveur d'une écologie qui est punitive. Par exemple, Yannick Jadot était en faveur de la taxe carbone au moment où on se souvient au début de la mobilisation des Gilets jaunes. Et nous pensons qu'il ne faut pas prendre dans la poche des classes populaires sans leur offrir d'alternatives. Et nous sommes du côté des classes populaires qui se mobilisent. Il ne prend pas spécialement dans la poche, Yannick Jadot. Il y a une taxe carbone qui est prévue. La taxe carbone en France qui a été proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, et ça a été largement écrit par beaucoup de vos confrères, elle taxait en plus grande proportion les ménages les plus pauvres, puisque c'est eux qui prennent le plus la voiture sans avoir d'alternative. Donc nous pensons que écologie et social sont les deux faces d'une même pièce, et c'est un exemple concret. Et une deuxième chose c'est un désaccord, on peut en avoir d'autres sur... je veux juste qu'est-ce que vous faites de plus que... Non, et un deuxième désaccord, c'est que notamment Yannick Jadot est en faveur de ce qu'on appelle le semestre européen. Le semestre européen, c'est un mécanisme de contrôle des budgets, où le budget qui est examiné à l'Assemblée nationale est d'abord envoyé à la Commission européenne avant d'être voté par nos députés, et notamment revient avec des recommandations. Parce que le semestre européen, c'est pas ça qui va déterminer. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma démonstration. Donc dans ce semestre européen, c'est important de faire de la pédagogie sur l'Europe. Notamment, la Commission européenne demande une coupe dans les dépenses de santé. Ça s'est traduit par des dizaines de milliers de lits en moins dans nos hôpitaux. Elle demande concrètement de désindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Eh bien, nous allons aller regarder ensemble les recommandations du semestre européen, et Yannick Jadot est en faveur de ce mécanisme-là. Il a certainement des bonnes raisons pour le faire, mais nous, aujourd'hui, nous sommes en défaveur d'un tel mécanisme de contrôle de nos budgets. Globalement, pourquoi votre campagne, finalement, elle décolle pas ? Parce que c'est ça aussi la question qu'on se pose. Voilà, vous êtes à 8-9%, ça bouge pas. Alors, vous aviez fait 11% aux élections législatives, les dernières, tout près de 20% à la présidentielle. Voilà, 8 à 9%, c'est faible. Dans le dernier sondage d'Harris Interactive d'hier, nous sommes à 10%, donc plutôt, et certains médias l'ont reconnu, plutôt en dynamique positive. Et quand je vois aujourd'hui quel mouvement politique dans le cadre de cette campagne est capable de réunir plus de 1000 personnes dans une salle, comme on l'a fait hier à Marseille avec nos partenaires européens pour un meeting historique. C'était le cas de Nathalie Loiseau à Strasbourg. 1000 personnes ? Oui, je crois. Moi, j'ai vu des images de Nathalie Loiseau de pas mal de meetings où ils sont assez peu nombreux. Yann Brossat disait ça ce matin aussi. Mais il y a une vraie dynamique. Est-ce que vous êtes trop sage dans cette campagne, Manon Aubry ? Moi, j'assume d'être sage. Ça veut dire quoi ? Moi, j'assume d'être sage, de parler avec calme, mais avec conviction, détermination. Et vous savez, notre campagne, elle est quand même extrêmement riche. On a des holovannes, des camions hologrammes partout sur le territoire pour aller au contact des Français dans les zones rurales, notamment. On organise demain un atelier des directives européennes en ligne pour associer les citoyens à la construction et l'élaboration de directives qui formuleront la base de nos propositions que nous porterons demain au Parlement européen. Mais où est la radicalité ? Où sont les accents populistes
populiste dont s'est joué parfois Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il manque? Est-ce que ça empêche certains insoumis d'avoir envie de voter pour vous? Je crois pas du tout. Je pense qu'il y a une forme de radicalité, puis vous serez pas au bout de vos surprises, mais par exemple, on a mené une action citoyenne sur McDonald's, une commission d'enquête qui est menée par Leïla Chaibi, qui est 3e sur la liste, et qui démontre à quel point le modèle McDonald's, qui fait de l'évasion fiscale, qui viole les droits des travailleurs, est un modèle que nous ne voulons pas. Et elle a mené des commissions d'enquête dans beaucoup de McDonald's partout en France, et elle va présenter cette proposition de directive avec François Ruffin ce mercredi à Paris. Je crois que notre campagne est extrêmement riche dans les différentes modalités, et nous essayons d'animer, et je pense que vous pouvez au moins nous reconnaître ça, d'animer par la diversité de nos actions de campagne. Maintenant, on verra le résultat que ça donnera le 26 mai. C'est un référendum pour ou contre Macron, toujours? Oui, bien sûr que c'est un référendum pour ou contre Macron, non seulement Pourquoi bien sûr? Deux choses. D'abord parce que Emmanuel Macron l'a dit lui-même qu'il sortirait affaibli de ces élections s'il ne la remportait pas, notamment pour mener la réforme des retraites. Et puis, comme on en a discuté tout à l'heure, énormément de décisions qui sont menées à l'échelon français découlent de politiques européennes, et Emmanuel Macron l'applique avec un certain zèle. Je pense notamment à la privatisation du rail dont nous payons tous les conséquences. Merci Manon Aubry d'avoir été notre invité. Bonne fin de campagne à suivre dans Questions politiques. Deuxième partie avec François